On était invité par Dana White, donc t'expliques. On rentre dans les vestiaires et tout, et Khabib, il était en interview. Et à côté de lui, il y a Abdelaziz. Sauf que Abdelaziz, son manager, c'est un mec avec qui je m'entraînais chez Vanderlei. Et je vois Khabib. Et je dis à Bill, dis à Khabib de venir avec nous. Et Abdelaziz dit non, il y a encore une interview et tout. Et je me rappellerai toujours. Quand Bill, il a dit à Khabib en russe, il lui a dit, hé, il y a Ziodin Magomedov qui veut te voir. Il a arrêté l'interview, il a tout arrêté. Et il a regardé Abdelaziz, Abdelaziz lui a dit, mais je dis, il me dit, Kamel, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, bouge pas, tu vas comprendre. John Jones, il y a un mec à la table de notre droite qui, euh, genre, le reconnaît. Nous, on n'avait pas de. La table était servie, il y avait à manger et tout, mais il n'y avait pas de chicha. John Jones, il parlait avec le mec, il lui donne la chicha. Il tire dans la chicha. Sauf que John Jones, lui, le mec qui lui a. Il ne sait pas qui c'est. Et ça veut dire il commence à attraper le mec de la table à côté. Ouais, mon pote, ouais, nananina. À l'américaine, tu vois, joyeux et tout. Sauf que ce mec-là, c'est un oligarque. Et il a dit une phrase, le mec, je lui dis non, mais vas-y, c'est bon, c'est John Jones, il est venu, il s'amuse. Il a fait In USA, it's John Jones. In Russia, it's just black guy. For the victory lap, though. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Kamel Genfoud et Kamel Tatouage. Kamel, comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va super et toi? Je- Content de t'avoir aussi. Merci, c'est une belle opportunité pour moi d'échanger avec toi. J'ai vu que tu avais une histoire longue comme ton bras au niveau du MMA et je pense que ça va être assez intéressant. Kamel, pour commencer l'interview, j'aimerais te demander ton histoire avec les sports de combat. Elle commence comment? Elle commence quand? Qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi de t'intéresser à ce sport-là? Ben moi déjà à l'origine, tu as vu, j'étais beaucoup dans la boxe anglaise. J'avais mon meilleur pote qui était Brahim Asloum, qui était champion olympique, champion d'Europe et champion du monde. Donc j'ai été baigné là-dedans. J'ai énormément d'amis à moi qui sont dans le pied-point, comme Dida, comme énormément de boxeurs, tu vois. Donc moi je faisais du pied-point pour le kiff. Mais moi je suis beaucoup plus vieux que vous. Donc quand le MMA il venait d'arriver, je me suis intéressé au MMA direct. Et vu que je voyageais souvent aux États-Unis, j'ai vu l'engouement que ça a pris aux États-Unis. Et quand je revenais en France, tout le monde me disait, ouais, le MMA, c'est pour des sauvages, c'est une bagarre de chiens dans une cage, nanani. Moi, j'y ai cru, tu vois. Et après, quand ça s'est démocratisé un peu plus, ils ont commencé à faire des salles et tout, eh ben, après mon divorce, je suis parti à Vegas. Et je suis parti, j'ai vécu à Vegas. Et il y avait la salle de Vanderlei Silva juste devant chez moi. Donc, je t'explique, ça fait tic-tac, boum. J'ai commencé comme ça, mon petit niveau à moi, à y aller une fois, deux fois, y aller tous les jours, à aller le matin au grappe, l'après-midi à la boxe taille, le soir au MMA, à venir le mardi, le jeudi en sparring. Et après, tu avais vu que j'ai aimé ça et que tu as vu, moi, on va dire, j'ai le contact facile. J'ai connu plein de gens là-bas, dont Vanderlei, Verdum et plein de mecs là-bas, et j'ai commencé à tourner avec eux, à mon petit niveau à moi, tu vois. J'étais un grand balèze à qui pouvait casser la gueule, mais je kiffais et moi j'apprenais, j'étais content, et puis ça a duré très longtemps. Et est-ce que Voilà tu pour avais une volonté de faire de la compétition? Parce que tu sais, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas forcément trouvé de traces. Est-ce que c'était chez toi le fait de juste passer un bon temps, extérioriser plein de choses, mais le franchir le pas de la compétition, ça t'est jamais venu? En fait, pour que tu comprennes un truc, c'est que moi, je travaillais beaucoup. J'ai fait de la sécurité, j'avais des business, je travaillais un petit peu partout. Quand je faisais du MMA, le MMA, quand ça a commencé, c'était un peu comme la boxe thaï. Bien sûr. Avait que de l'élite qui gagnait de l'argent. Moi, Oui. j'avais des potes, moi, ils faisaient des camps d'entraînement pendant 3 mois, ils galéraient, ils travaillaient et tout, pour à la fin gagner ou perdu. Tu as vu, on me donnait $300, un t-shirt et une paire de gants, tu vois. Et moi, j'avais une vie qui ne me permettait pas, en plus, j'avais déjà un enfant, qui ne me permettait pas d'attendre que de devenir champion, nanani. Donc, à l'origine, j'ai fait ça pour mon plaisir. Je m'entraînais comme si j'allais combattre. Je tournais avec tout le monde. C'était un vrai plaisir parce que j'étais vraiment passionné. Mais dans ma tête, je disais, un de ces quatre, si je peux monter dans la cage et combattre, ben, je le ferai. Mais sinon, je n'avais pas d'objectif de ceinture, de champion ou de quoi que ce soit. T'as Et vu, même au départ, est-ce que même au départ, quand tu t'intéresses à ce sport-là, quand tu vois des légendes, comme tu l'as dit, Vanderlei Silva, Fabricio Verdum, etc., est-ce qu'au départ, tu te dis, bon, c'est bon, je m'intéresse à ce sport-là, je commence à le pratiquer, je vais devenir combattant de MMA, je vais avoir des rêves, j'ai des inspirations, j'ai des objectifs. ben, en fait, je les avais, ces rêves, parce que tu as vu, moi, je pense que tu peux pas rentrer dans un sport à toute patate, t'entraîner, souffrir et
comme, tu as vu, tu as les mêmes blessures qu'un professionnel, tu as la même fatigue qu'un professionnel, tu as besoin des mêmes soins qu'un professionnel. Après, tout le monde, tu sais, soit tu te fais masser dans un institut, soit tu te fais masser par madame, tu vois. Soit tu vas faire un centre de cryothérapie, soit tu mets de la glace dans ta baignoire. Mais en fait, moi, personnellement, je pense pas que j'avais à mon âge, parce que j'avais déjà au moins 30 piges, tu vois, j'avais pas d'envie de ceinture et tout. J'avais juste envie de devenir plus fort. Parce que, tu as vu, l'anglaise, au bout d'un an, tu as appris des bonnes bases, tu bouges bien et tout. La boxe taille, pareil, tu bouges bien. Je parle de la petite année, tu as vu, tu es débutant et tu commences. Voilà. Mais le MMA, la vérité, c'est tellement complet qu'il faut une vie pour apprendre. Tu vois, tout ce qui est grappling, juji avec Guy et tout, les gens pensent que c'est facile. Mais Ah, quand tu connais une clé, eh ben, il y en a une pour te contrer, il y en a une autre et une autre et une autre, et ça ne s'arrête plus. Et en fait, c'était ça ma petite passion. En fait, trouver des solutions. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'était une manière de m'extérioriser. Tu as vu, j'étais un gros impulsif. Moi, tu as vu, j'ai fait de la sécurité. J'étais jeune, j'aimais beaucoup la bagarre. Donc, c'était une manière de me canaliser aussi, tu vois, et que c'était très bien. et ce qui est intéressant dans ton parcours, quand même, j'ai regardé pas mal de choses. Je t'avoue que j'ai scruté ton Instagram, toutes les photos que j'ai pu voir, pas mal de choses. Il y a une époque de ta vie, c'est une grosse organisation en Russie, le Fight Night. J'aimerais comprendre ton rôle, ton ascension dans cette organisation, qu'est-ce que tu y faisais, comment c'est venu cette connexion avec le Fight Night? Ben, en fait, j'ai un copain à moi qui est Phil, le chanteur, et on était très copains. Et un jour, il est parti à Megève, il m'a dit, Kamel, viens, je vais te la faire courte, hein. Et il m'a présenté un Russe. Et ce Russe-là, tu sais, il était fou de sport, il faisait de la muscu, il faisait du MMA et tout, et voilà. Et il m'a dit, tu veux m'entraîner? Je lui dis, ouais. Et de fil en aiguille, je me suis tellement bien entendu avec lui. Moi, à cette époque-là, j'habitais à Vegas. Et il me dit, ça te dit, tu viens m'entraîner à Moscou? Je lui sors des conditions de fou et tout, parce que moi, j'avais pas trop envie d'y aller, tu vois. À l'origine, j'étais parti de la France pour le temps. Et il me propose des conditions de malade. Eh, poto, nous, on est qui on est, hein, frère. Si on peut faire du bien pour notre famille, rentrer un peu de sous, on y va. Donc, boum, je fonce, je me retrouve en Russie. À l'origine, je suis là que pour l'entraîner. Et là, j'apprends c'est lui le financier d'une grosse organisation qui était Fight Night, dirigée par Kamel Gadji. Et de fil en aiguille, tu as vu, je commence à assister au board, aux grosses réunions et tout. Et puis, tu as vu, ma petite touche à moi fait que je leur ramenais une vision différente. Parce que tu as vu, ils étaient très russes. Faut faire du sambo, faut ramener les mecs au sol, faut faire du ground and pound, nanani, nanana. Après, je me suis rentré là-dedans. Je dis, ah, le MMA, c'est pas ça, c'est complet. Il faut faire ça, il faut prendre des nouveaux profs de jiu-jitsu, il faut aller chercher des Brésiliens, des Américains, et il faut faire du MMA. Il faut pas faire du sambo adapté au MMA. Et je suis rentré là-dedans et tout. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé directeur des sports là-bas. Je me suis retrouvé à entraîner les têtes de liste parce qu'il y en a énormément qui avaient des problèmes de cardio. Ils voulaient tout sur un coup au premier round, surtout les poids lourds. Donc, je suis rentré là-dedans. J'ai travaillé avec des mecs qui sont aujourd'hui en haut de l'affiche, comme Sergei Pavlovitch, comme. Il y en a eu tellement, tu vois. Et Oui. Vitaly Minakov, qui a été champion du Bellator. Donc, je suis rentré dans leur préparation et tout. Et voilà, j'ai fait aussi leur coin. Et puis voilà, ça a grimpé de fil en aiguille. Et c'est un truc que j'aimais vraiment, vraiment faire. Ça me prenait énormément de temps, mais j'aimais faire parce que j'étais dans le sport que j'aimais et j'arrivais indirectement à aider les futurs grands champions d'aujourd'hui. Bien sûr, et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? C'est une volonté de ta part ou c'était une volonté En fait, politique? moi, je travaillais pour le russe, Ziaoudine Magomedov, et qui était un gros oligarque, un milliardaire, t'as vu, un très, 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 très riche. Et il faisait de la politique, tout, et il s'est pris la tête avec Poutine, et ça s'est mal passé, et il est en prison. Donc, quand il est rentré en prison, tu as vu, je suis pas parti travailler pour quelqu'un d'autre, alors que j'aurais pu le faire, mais vu que c'était un mec que j'aimais vraiment beaucoup, et il y avait une certaine loyauté entre nous, et je suis parti de la Russie, et j'ai fait autre chose. D'accord. Et pour rester sur la Russie, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait des rencontres exceptionnelles, tu as fait des rencontres de très grands champions. J'ai vu la proximité que tu avais eue avec Vanderlei Silva, tu l'as dit, Pavlovich. Il y a deux autres combattants qui, pour moi, font partie, qui ont une place à part dans les sports de combat. J'aimerais qu'on ouvre le chapitre Khabib Nurmagomedov, parce que j'ai vu que tu avais une très, très belle relation. Tu sais, je sais que les gens m'ont beaucoup douté, mais moi, j'ai vu tout ce que tu m'as montré et j'ai vu la proximité que tu avais avec lui. Déjà, à quel moment tu le rencontres et comment s'est passée cette rencontre? Khabib, à l'origine, tu as vu, il était un petit peu fâché avec le Russe. Alors que c'est deux mecs du Dakistan. Et le mec,
pour qui je travaillais au Dakistan. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour la ville, pour le sport, pour tout. Mais c'est comme un papa fâché avec son fils, tu vois, il était beaucoup plus jeune que lui. Et en fait, on va avoir un UFC, on est invité par Dana White et tout, on va, je crois que c'était Vegas ou LA, et Khabib il combat. Et quand Khabib il combat, je regarde Ziaoudine et je dis, hey, oh, il y a le mec de chez toi qui boxe là. Et genre, il me prend un air comme ça. Khabib il gagne son combat, et en fait, Khabib il gagne, et Ziaoudine il est content, mais il y a un petit problème. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe entre eux deux là? C'est chelou. C'est le gars de chez toi qui a gagné. Il m'a dit, non, Kamel, il s'est mal comporté et tout. Je dis, mais là, c'est un petit de chez toi qui a gagné. Et moi, j'avais une manière de lui parler que son entourage ne lui parlait pas. J'étais direct, vrai avec lui, tu vois. Et il y avait un mec qui s'appelait Bill, un Américain russe. Et je lui dis, Bill, nous, on était accès VIP de fou. On était invités par Dana White. Donc, t'expliques. On rentre dans les vestiaires et tout. Et Khabib, il était en interview. Et à côté de lui, il y a Abdelaziz. Sauf que Abdelaziz, son manager, c'est un mec avec qui je m'entraînais chez Vanderlei. Et c'est un mec avec qui je m'entraînais super bien. Abdelaziz me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, poto, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et on discute et tout. Et je vois Khabib. Et je dis à Bill, dis à Khabib de venir avec nous. Et Abdelaziz dit, non, il y a encore une interview et tout. Et je me rappellerai toujours. Quand Bill, il a dit à Khabib en russe, il lui a dit, hé, il y a Ziodine Magomedov qui veut te voir. Il a arrêté l'interview, il a tout arrêté. Et il a regardé Abdelaziz. Abdelaziz lui a dit, mais, je dis, il me dit, Kamel, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, bouge pas, tu vas comprendre. On est parti, ils se sont vus et c'est une des fameuses photos qui était sur Internet. Il y avait le papa de Khabib, il y avait Abdelaziz, il y avait un petit peu tout le monde. Et en fait, c'était un petit peu les réconciliations. C'était un truc tout bête. Voilà, il fallait juste qu'ils se voient. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et après, Khabib, vu qu'il était très proche de Ziaoudine, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a commencé à partir en vacances. Il est venu avec nous en vacances. On était à Saint-Barth. Je le voyais très souvent. Il avait un jet. On a pris l'avion ensemble. Donc, c'est un mec avec qui j'ai énormément conversé. C'est un mec qui prenait mon fils et qui lui apprenait des petites phases de MMA, tu vois. C'est un mec qui était à l'anniversaire de mon fils. Donc, c'est un mec avec qui j'étais très proche, qui est très gentil, très humble, très poli, qui est croyant de fou. Qui a vraiment le respect des gens et tout. Et c'est vraiment une très bonne personne. Il est aussi bon combattant dans la cage que dans la vie. Et il a fait beaucoup pour son pays, il a fait beaucoup pour sa région, il a fait beaucoup pour tout son entourage, comme on peut le voir. Tu vois, Khabib, lui, quand on lui donnait une grande suite dans un hôtel et tout, il n'y allait pas tout seul, il laissait ses potes d'entre. Non, ils allaient dans la suite, ils poussaient les lits, ils mettaient les matelas par terre, on mange tous ensemble, on prie tous ensemble et on dort tous ensemble. C'est une vraie belle cohésion, j'aimais beaucoup. Et quand tu le rencontres en termes de niveau sportif, il en était où à ce moment-là? Je me rappelle plus, il était en pleine ascension, il faisait que de gagner et c'était avant son opération du dos. Et tu as vu, il a eu un gros problème où il a dû louper un combat, il a dû se faire opérer d'une grosse opération du dos. Et après, on s'est partis ensemble, on s'est retrouvés à Moscou et tout. Et puis, je l'ai aidé à sa prépa physique, tu vois, à se remettre en santé. Je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait un petit peu. Mais moi, le fait d'avoir entraîné un petit peu Khabib, bah, j'étais content, tu Oui, et j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée dans la salle et tout, où il y avait en pleine session vois. pectoraux. Ouais. Quand tu le rencontres, toi, Kamel, au départ, est-ce que d'entrée, tu te dis, ce jeune-là, je pense qu'il va faire quelque chose dans le MMA et qu'il va atteindre les sommets de l'UFC? J'étais sûr et certain. Il avait une détermination que je n'ai jamais vue nulle part, ni au football, ni rien. Il ne parlait jamais avec si. Il a quand je serai, si je serai. Il dit non, je vais être. Je vais la chercher la ceinture. En fait, lui, c'est comme à l'UFC 205, je ne me rappelle plus, il boxe un Renoir, je ne me rappelle plus de son nom. Ah oui, Et à Mickey lui, Johnson. ouais. Et à la fin du combat, il saute la grille et il vient s'installer avec moi dans les gradins. C'est un truc qui m'a marqué, tu vois. J'étais avec Ziaoudine et sa femme et son fils. Donc, il vient et il se pose. Et je le regarde, vu qu'on était au premier rang, je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui as dit, poto? Tu étais en train de lui parler, tu es complètement fou. Il m'a dit, Kamel, je lui ai juste dit que j'avais rien contre lui, mais que c'était juste une étape pour aller à la ceinture. J'ai rien contre lui. Il a dit, vaut mieux que tu frappes, j'ai rien contre toi. Genre, je vais te faire, vaut mieux que tu t'arrêtes tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait, il se l'est farci. Oui, je me rappelle de cet épisode Et assez j'ai la casquette encore, donc c'était l'UFC 205, je pense, à New York. Parce que 205, c'était c'était le de Conor, l'UFC à New pareil. York.
C'est ça, c'est exactement ça. Et comment, tu sais, dans le MMA et dans plein d'autres sports, les combattants, généralement, ils ont une facette qu'ils aiment montrer en dehors de la compétition et de la cage. Comment il était Khabib dans la vie quand tu étais avec lui? Est-ce que c'était le même personnage? Khabib, humble, il en a rien à foutre de l'oseille. Mais c'est vraiment sincère. Je vais pas dire ça pour faire plaisir, quoi. Khabib, il en a rien à foutre de l'oseille. Tu peux lui offrir une grosse montre, une grosse voiture ou quoi, je te garantis qu'il en a rien à foutre. Mais vraiment, tu sens qu'il n'a pas l'oseille dans le cœur, tu vois. Il fait des trucs. Quand il fait de l'argent, c'est pour le bien-être des siens et de sa famille. Quand tu lui parles de quelque chose, il va d'abord, ouais, bah, pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, mon cousin, pour les mecs de chez moi, et lui, on verra après, parce qu'il sait que lui, ça va pour lui. Donc, il ne voulait pas vivre les choses tout seul. Il voulait vraiment d'abord donner et recevoir pour lui plus tard. D'accord. Et Ça, aujourd'hui, c'est tu étais toujours en contact avec lui aujourd'hui, Kamel? Non, je suis plus en contact avec lui. Je suis plus en contact avec lui pour une raison très bête, c'est que tu as vu, sa vie, elle a changé, tu as vu, il est devenu médiatiquement, il a explosé et tout. Et un jour, il est venu à Paris. Un jour, il est venu à Paris et on m'a dit, ouais, il y a Khabib à Paris. Et moi, tu as vu, c'est comme si un poteau. Et je l'ai texté et il m'a pas répondu. Et Algérien fier que je suis, j'ai jamais cherché à le reprendre, hein, tu vois. Donc, D'accord. si je le prends, ce sera un bon moment. Mais moi, je cours pas après les gens. Tu as vu que ce soit Khabib ou autre chose. Alors que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime beaucoup. Mais voilà, la vie a fait qu'il a pris à droite, j'ai pris à gauche. Voilà, on garde les bons souvenirs et les bons moments. Je parlerai toujours en bien de lui, mais voilà, on ne s'est pas recroiser. D'accord. Il y a un autre personnage, celui qui est considéré par les plus grands observateurs comme étant le GOAT, John Jones. Alors, j'ai vu la relation que tu avais avec lui, j'ai vu des instants très drôles, notamment dans un certain avion. La connexion avec John Jones, comment elle se fait? Quelle a été la nature de vos relations au départ? Fight Night, on a invité beaucoup de combattants internationaux euh, en tant qu'invités pour l'organisation. On invite John Jones, comme on a invité Verdum, qu'on a invité Anderson Silva, on a invité beaucoup de personnes. John Jones, il vient. Bien sûr, quand tu as un invité américain qui vient, moi, j'habitais depuis 7 ans à Moscou, donc voilà, qui mieux que moi va parler anglais avec toi, va te montrer, tu as vu, va comprendre un peu ton lifestyle. Donc, boum, Kamel, il y a John Jones qui arrive, voilà, tu le récupères. Hop, j'envoie les sécurités le récupèrent, on se retrouve à l'hôtel. Et finalement, John Jones, au lieu de rester 3 jours, il reste 7 jours. Donc, il arrive, on fait Fight Night à Moscou, il vient à l'organisation, mais après, on décide d'aller au Dakistan. Il voulait aller voir le Dakistan et tout, donc on va au Dakistan. Il y a Jérôme Le Banner qui était là, donc il y a GG qui vient avec nous, et on est dans l'avion ensemble, dans le train ensemble, on bouffe ensemble, on dort dans le même hôtel, on est parti dîner, on est sorti ensemble. Donc, tu vois, en une semaine, ça crée des liens radicaux, et c'est un bon mec, et c'est un grand enfant, un bon vivant comme Never. Il aime la fête, il aime s'amuser, il aime s'éclater, il est super marrant, et il a de la répartie de fou. Donc, avec moi, ça a accroché direct, et on est resté en bon terme. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez lui, Kamel? Est-ce que tu as trouvé une facette de sa personnalité, même, tu sais, sur l'aspect sportif, c'est quand même quelqu'un de... C'est une légende des sports de combat. Il y a quelque chose que tu as vu chez lui qui t'a marqué? Ouais. John Jones, je vais te parler de sport. John Jones, quand tu parles avec lui et qu'il va combattre quelqu'un, il va pas se préparer le combat. Il va pas préparer un combat. Il va préparer un combat pour cette personne, mais beaucoup plus techniquement que d'autres combattants que j'ai vus. Pourquoi? Tu as vu, tu analyses les combats avec ton coach ou peu importe qui, tu vois, l'analyse vidéo. John Jones, quand il envoie une droite, il sait que le combattant va mettre jambe sa jambe gauche va reculer, son épaule va partir vers la droite. Il sait exactement, quand lui va envoyer un coup, la réaction de son adversaire. Il sait aussi quand son adversaire va envoyer une droite, il va se découvrir, sa jambe va être comme ça, il va partir par la gauche. Ça veut dire que quand John Jones il se retrouve devant un combattant, ça devient un jeu de PlayStation pour lui. Il sait exactement ce qui va se passer. Bien sûr, exactement, c'est un grand mot, mais il est déjà prêt. Ça veut dire John Jones, il va laisser lui mettre des coups pour voir s'il répond bien comme prévu, et après, il va préparer ses attaques et ses défenses dans le... C'est un technicien de fou. Même moi, quand je m'entraînais, il me donnait des petits conseils. Non, tu vois, tous les coups que tu envoies à la droite comme ça, tu pars à gauche, nanani, écoute-moi bien.
Il est technicien de fou, il est observateur de fou et il a un flegme de malade. Même dans le problème, il est toujours relax, calme, il a le cerveau bien accroché. Ça, c'est John Jones au sport. John Jones, dans la vie de tous les jours, c'est un grand enfant, c'est un bordélique ceinture noire, mon pote. Il fait, on est sorti, petite anecdote cadeau. Allez, Jérôme Le Banner et sa madame de l'époque, on va dans une plus grosse boîte qui s'appelle So à Moscou. On arrive, boîte select, boîte Moscou, attention. Je suis personne, moi, Kamel, tu vois. Mais avec John Jones, on a nos gardes du corps. Donc on arrive, les gardes du corps, c'est que des combattants Fight Night qu'on connaît, donc c'est les poteaux, mais ils travaillent. On arrive et tout, on rentre en boîte et tout, on s'installe et tout. Mais on est dans une boîte de nuit où il y a des gens énormément riches, énormément puissants et le haut du panier à Moscou. John Jones, il y a un mec à la table de notre droite qui, euh, qui genre, le reconnaît. Nous, on n'avait pas de. La table était servie, il y avait à manger et tout, mais il n'y avait pas de chicha. John Jones, il parle avec le mec, il lui donne la chicha. Il tire dans la chicha. Mignon. Et, et on part. L'alcool arrive, il commence à s'amuser, à s'éclater, nanani. Sauf que John Jones, lui, le mec qui lui a. Il ne sait pas qui c'est. Et ça veut dire il commence à attraper le mec de la table à côté. Ouais, mon pote, ouais, nanani, à l'américaine, tu vois, joyeux et tout. Sauf que ce mec-là, c'est un oligarque. C'est un mec, il a 10 gardes du corps dans la boîte, 10 gardes du corps armés dehors, et les gardes du corps, ils sont en fusion. Parce qu'ils voient leurs clients en train de se faire malmener et tout. Au début, le mec, il rigole et tout. Et après, il y a le responsable de la sécurité, il vient me voir, il me dit, hey, Kamel, Kamel, calme-le, John, un petit peu. L'autre, c'est tatati tatata. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'autre, il a décidé de s'amuser avec lui. Ben, il s'amuse. Et à un moment, John, il attrape le mec comme ça, mais vraiment bon enfant et rigolote. Il le soulève. Les gardes du corps, ils arrivent tous. Il y en a qui met les mains, on met tous les mains et tout, mais ça calme la sauce. Et le responsable de la sécurité d'à côté, il parle avec le responsable de nos gardes du corps. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Denis? Il me dit, Kamel, il faut vraiment que la John il se calme parce que le mec, là, il est mal pris devant tout le monde, il le lève et tout. Et il a dit une phrase, le mec, je lui dis, non, mais vas-y, c'est bon, c'est John Jones, il est venu, il s'amuse. Il a fait, In USA, it's John Jones. In Russia, it's just black guy. Putain, ça voulait dire ce que ça voulait dire. J'ai attrapé John, je lui dis, hey, poto, t'as vu le mec là-bas, là, tu t'approches plus, tu t'approches de loin parce que sinon, ça va partir en tchouka dans le truc. Et après, il était bon délire. Mais John, c'est un mec, il veut que rigoler, que s'amuser. Et c'est ça le truc que tu vois dans l'avion. On est rentré dans un délire de charia tous les jours où on charriait un petit peu nanani. Et il a eu le malheur de s'endormir à côté de moi dans l'avion, il était mort. rigolez. C'était Non, marrant. c'était assez drôle. Euh, Ton regard sur sa carrière, tu sais, il a eu une carrière brillante. Après 3 ans d'absence, il fait son retour chez les poids lourds pour la ceinture face à Cyril Gane. Une masterclass très rapide. Qu'est-ce que tu penses de sa carrière? Qu'est-ce que tu penses de son arrivée, surtout chez les poids lourds? Écoute-moi, je vais être clair, net et précis avec toi. John Jones, meilleur combattant MMA de tous les temps. OK? Pour moi, Kamel, mon avis à moi. John Jones, euh, ça fait 12 ans. 12 ans, il fait que des ceintures. 12 ans, il fait que de gagner. John Jones, il n'a jamais eu de problème dans la cage ou dans un combat. Il a eu des difficultés. Mais John Jones, son problème, c'est quoi? C'est la vie dehors, les conneries qu'il fait dehors. Et ça a impacté sa vie professionnelle. Mais sinon, John Jones, meilleur combattant inégalable de tous les temps. Trouvez-moi mieux. Non, je suis J'ai rien d'accord autre. avec toi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'entre le combattant et l'homme, il y a un gros décalage. Tu sais, on a l'impression que le côté obscur que tout être humain possède prend le dessus sur le reste avec lui. Et que Mais, malheureusement, ça gâche beaucoup de choses. mais en fait, on dit le côté obscur, mais c'est juste un mec qui a une vie normale. Il a une femme, des enfants, des copains. De temps en temps, il boit, de temps en temps, il fait des conneries. Et ben, en fait, c'est juste un mec normal. Sauf que quand lui, il fait une connerie, il y a toute la planète qui est au courant. C'est vrai, C'est juste ça. On fait tous des conneries. T'en fais, j'en fais. Tu vois, Mm. sauf que quand c'est John Jones qui en fait une, waouh! Waouh. Il a eu un accident, il était bourré, il s'est sauvé, il a eu peur, nanani, nanana. On aurait peut-être dit, ouais, un pote à nous, on aurait dit, ouais, il trouve une raison, nanani. John Jones, non. On est parti chercher dans les trucs et tout. Bien sûr, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais lui, tout est aggravé puissance 1000, tu vois. Tout est aggravé. Maintenant, si on parle du combattant, meilleur combattant de tous les temps. Si on parle de l'homme, un sacré bordélique. D'accord. OK. J'aimerais qu'on ouvre quand même le chapitre du MMA français. Tu sais, on a eu la légalisation en 2020.
L'arrivée de l'UFC en 2022 à Paris, c'est pour moi le symbole de cette légalisation. C'est là où on a vraiment mis le pied dans la légalisation avec la plus grosse organisation qui est arrivée à Paris. 5 combattants qui étaient sur cette carte, 5 victoires. Qu'est-ce que tu penses du MMA français et de son évolution? J'adore le MMA français. Je t'explique, le premier UFC, je devais rentrer à Moscou. Je devais rentrer à Dubaï. Et je lui dis, ah, vas-y. Moi, j'ai fait au moins 50 ou 60 UFC dans toute la planète. Et je me suis dit, ouais, vas-y, public français, ça va encore critiquer, nanani, nanana. Je te jure que le premier UFC qu'il y a eu à Paris, je pense qu'il est dans mon top 3 des UFC, ou non, des rencontres sportives que j'ai vues. L'ambiance qu'il y avait dans la salle, l'engouement des Français, truc. Je te jure que j'ai eu la chance d'être devant, j'avais des frissons. Quand ça chantait la Marseillaise derrière, hey, poteau, il n'y a pas de noirs, arabes, chinois, tout le monde s'est levé, tout le monde était là. Tu étais derrière un sportif, tu vois. Et, euh, et c'était ça qui était beau. Tu as vu, il y avait pour une fois une vraie cohésion, une vraie union. Tout le monde était là pour le sport et le kiff. Et c'est ça que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et en plus, on a des combattants français en devenir. On en a beaucoup. On a des gros milkshakes, des gros poids lourds comme Cyril. On a des trash talkers avec des expériences de fou comme Doumbé. Il y a des nouvelles têtes brûlées, là, des bêtes de guerre comme Baki. T'as vu, j'en oublie beaucoup, tu vois. Mais le MMA est en devenir et c'est super simple. Moi, 1 plus 1 égale 2. Les parents, ils ont des enfants, ils veulent que leurs enfants fassent du sport. Maintenant, il y a 50% des parents, je vais parler en vrai, sans langue de bois. Il y a 50% des parents, quand ils ramènent leur fils au football, c'est pour que ça devienne Messi et tout, pas pour qu'il soit beau à la télé pour gagner énormément d'argent. On est d'accord. Au début, on les ramenait dans certains sports. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est un sport connu et tout, tu vas faire de l'oseille. Mais maintenant, l'UFC, on fait de l'oseille. C'est Oui. fini les trucs, on donne 2000 euros au bout de 50. Non. Aujourd'hui, tu fais de l'oseille, donc les parents vont inscrire leurs enfants dans des clubs de MMA. Les clubs de MMA, ils commencent à en avoir partout. Et bien sûr, plus il y a de clubs, plus il y a d'adhérents, plus il y a d'adhérents, plus on va avoir des petites pépites et des petites pépites de partout. Voilà, on va avoir des Georges Saint-Pierre, on va avoir des Ngannou, on va avoir, tu vois, on va avoir un petit blanc aux yeux bleus, on va avoir un gros Renoir, tu vas avoir des rebeux balèzes, et il y en aura de tout, parce que la France est éclectique, il y a de tout, et c'est ça qui est beau, tu as vu. Et je pense que c'est en France, la France va nous sortir des vraies, vraies petites pépites. Il y a des mecs en devenir, il y a des mecs très forts au jour d'aujourd'hui, mais on va avoir le droit à notre Khabib, à notre John Jones, voilà. Je pense que très vite. Je suis entièrement d'accord avec toi. En France, il y a un vivier de talent qui s'est accentué ces derniers temps. L'explosion du MMA en France, l'arrivée de beaucoup d'organisations qui ont fleuri dans tous les coins de la France, des clubs qui, pareil, sont de partout. Je pense qu'on a des pépites. Et est-ce que toi, tu vois chez un Français quelqu'un qui potentiellement peut devenir champion, qui peut amener cette première ceinture en France? Non, pas pour l'instant. D'accord? Je vais pas faire le français, le chauvin, le nanani. Il y a beaucoup de gens en devenir. Il y a beaucoup de gens très forts. Il y a beaucoup de combattants méritants. Mais au jour d'aujourd'hui, là, dans les 2 prochaines années, je vois pas. Si tu vois quelqu'un, il faut me le dire. Moi, je vois pas. Là, Je vois pas. Je vois actuellement, des mecs. Actuellement, en fait, si tu veux, on en a beaucoup qui sont pas très loin. Enfin, beaucoup, il y en a trois pour moi qui sont pas très loin. Il y a Qui, Manon Fiorot, qui potentiellement va disputer prochainement la ceinture. T'as vu, là, t'as vu, je fais pas je parlais plutôt des hommes. D'accord, Manon, t'as vu, parce que le truc chez les femmes, c'est que les femmes, il n'y en a pas beaucoup. oui. Dès que tu es une femme, comme à l'époque de Cyborg, et que tu passes au-dessus du lot, tu montes très vite les échelons et tu arrives très vite à une ceinture. Manon, elle est bien partie pour une ceinture et je pense même qu'elle va la faire parce que c'est une machine de guerre, cette fille. Franchement, elle est très, très forte. Oui. Maintenant, moi, je te parlais chez les garçons. Chez les garçons, qui tu vois? Dis-moi. Alors, chez les garçons, actuellement, c'est compliqué de donner un avis objectif parce que par exemple, on a Nassourdine Imavov qui va combattre prochainement Jared Cannonier, qui est challenger numéro 4 de la catégorie. Potentiellement, on peut avoir des espoirs en lui. On a Cyril Gane, même si c'est assez compliqué sa situation avec l'UFC. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de te dire oui, lui, il va devenir champion, c'est sûr. On a des chances. Maintenant, entre avoir des chances et le réaliser, c'est deux choses totalement différentes.
Cyril gagne, très bon combattant, mais je crois que ses derniers combats, ça ne le fait pas encore. Il a, il a besoin de revenir au travail dur, il a besoin de se remettre dedans à toute patate. Parce que c'est un mec il est talentueux, Cyril. On ne peut pas lui Oui, enlever, il a du talent. Mais je pense que c'est pas un acharné de guerre au travail. Il faut qu'il sorte d'où il est là et qu'il parte un petit peu au Brésil, un petit peu aux États-Unis, faire la bagarre avec même des anciens, tu vois, pour voilà. Je pense que le combat contre John Jones, il a parlé de lui-même. Il a ouais. parlé de lui-même. En plus, tu connais les gens, les gens qui connaissent pas trop bien le MMA. Ouais, il va battre John Jones, il va battre John Jones. J'adore Cyril Gane. Cyril Gane, je l'ai rencontré plein de fois. C'est le pote de mes potes. C'est un mec gentil, mais quand on m'a dit il va boxer John Jones, écoute, moi j'ai parié avec tout le monde. Celui qui est chaud, voilà. Tu mets 100 euros, je mets 1000 euros. John Jones, il va gagner. Eh, vous parlez de John Jones, les mecs. Vous vous rendez pas compte, même si Cyril, il est très talentueux, tu vois. Donc, mais je pense que ça a été un bon déclic pour lui Oui. et, euh, et que ça lui a mis le starter pour dire, hey, voilà, t'as vu, je suis bon, je suis arrivé à un sacré niveau, mais si je veux rentrer chez moi avec la ceinture, il va falloir que j'en fasse plus. Mais je pense que c'est un garçon très intelligent. Et tu le Je pense qu'il situes a... par rapport à Pavlovich que tu as entraîné pendant de longues années? Sergei, machine de guerre. Je te jure que Sergei, quand il s'entraîne, il faut lui dire arrête. J'ai vu Sergei tomber par terre de crampes. Je l'envoyais, massage, nanani. Allez, rentre chez toi. Il revenait avec les gants. Mais je dis, mais t'es givré ou quoi? Vas-y, on se réentraîne ce soir. Non, non, je veux retourner et tout. Je dis, écoute, le repos d'abord. Sergei, très très fort, mais Sergei, il compte trop sur son punch. Oui. Il compte trop sur son punch. Tu vois, et c'est son problème. Il a une force, mon pote, je t'explique. C'est un animal. C'est un Ngannou. Mais, mais il a besoin, lui aussi, là, il s'entraîne à Miami. Là, il s'entraîne à Miami. Et il a besoin d'aller chercher d'autres sparring un peu plus au sol et travailler plus son panel. Tu vois, parce qu'en fait, il est trop bloqué sur je vais t'en coller une et je vais te sécher. Ce que Ngannou faisait avant, tu vois. Oui. Et Euh, ça, c'est le problème au poids lourd. Kamel, ce sport que tu aimes, que j'aime également, que tu as côtoyé, que tu as connu dans ces années où il y avait moins de médiatisation, où l'aspect financier était très, très léger. Quelle a été ta plus belle rencontre dans ce sport-là? Ma plus belle rencontre. Khabib, vraiment. C'était vraiment une bonne personne. Tu vois, avec des vraies valeurs et une vraie gentillesse. Là, la bête, comme tu vois, là, c'est des mecs avec qui il y a beaucoup de photos, comme John Jones. John Jones qui prend mon fils en FaceTime. C'est quelque chose, tu vois, sans que tu lui demandes rien. Je suis là en train de parler à mon fils et il est là, il discute avec mon fils. C'est des petits moments touchants. Khabib qui vient à l'anniversaire de mon fils, tu vois, c'est des petits trucs qu'on n'oublie pas. Bien Et sûr. tu n'es pas obligé de le faire. Et Khabib, moi, je suis personne. Moi, je suis juste ce qu'on appelle un mec de l'organisation ou un truc comme ça. Et j'ai rencontré plein de gens. Et dans le MMA, j'ai rencontré aussi un mec, tiens, on va en parler aujourd'hui, qui est aujourd'hui Guillaume. Ça te dit quelque chose? Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, voilà. Guillaume, je l'ai rencontré à Moscou. Il est venu avec un combattant. Il est venu à Fight Night. C'est un mec que tu as vu qui était un passionné, qui est arrivé, tu vois, avec rien du tout. Il est arrivé là-bas et un jour, il y a des mecs qui me disent ouais, Kamel, ça part en cacahuète. En bas, il y a un mec qui s'embrouille. Je dis comme, mais je crois qu'il parle français. Je dis vas-y, ben, je descends. Je descends voir et tout. Il y a un problème de gants et tout. Et ça commence à crier. Les Russes sont durs et quand ils veulent pas un truc, ils veulent pas. Et là, j'arrive, j'essaie de parler anglais au mec et tout, et je vois, il a un accent bizarre. Je dis, tu parles français? Il m'a dit, ouais, comment tu t'appelles? Voilà, c'est quoi ton problème? Ouais, il y a un problème de gants, les gants, c'est pas la taille, nanani, mais lui, il veut rien comprendre, il veut le faire boxer quand même. Du coup, je vais trouver la solution. Tac, 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 tac. En 4-4-2, tu as vu, j'avais quand même le bras long dans l'organisation. Je règle le problème. Et on se lie d'amitié. Et je vois, je suis son parcours. Le mec, il ramenait des combattants, il gagnait rien. Il gagnait rien. En Oui. fait, lui, au début, on lui payait son billet d'avion, de la bouffe, son combattant, il prenait des sous, il prenait des miettes, tu vois. Tu peux pas en vivre, tu vois. Et il n'a pas lâché l'affaire. Et il est revenu, et il est revenu. Et avec Kamel Gadji, un jour, on parlait et on disait ouais, mais t'as vu, on a besoin de mecs pour nous ramener des combattants sérieux. On dit, bah, regarde le français, comment il est bon. À tous les coups, il respecte ses engagements. À tous les coups, il fait ça. À tous les coups, il galère. Il est réceptif au téléphone. S'il y a un de ses combattants qui est blessé, boum, il rebondit sur un autre, tu vois, nanani. Et je les ai bien branchés avec Kamel. Et ils ont
matcher ensemble. Et voilà, de fil en aiguille, pim, pam, poum. Et ben voilà, regarde qui c'est, regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est vraiment une bonne personne. C'est un bon mec qui mérite son travail. Aujourd'hui, il y a toujours des jaloux qui vont critiquer à gauche, à droite et tout, mais c'est pas grave. Quand tu arrives au succès, si on peut appeler ça du succès, un aboutissement, eh ben, tu te feras toujours critiquer et ben, que les gens continuent à le critiquer parce que je vous jure il est bien parti pour faire des grandes choses. Oui, ben en tout cas, il y a une ascension très intéressante au niveau de son travail, de son management, la BTT. Mm. Et il y a un boulot qu'ils font que moi je souligne particulièrement, c'est qu'ils bossent beaucoup avec les amateurs et il y a des pépites ou tueurs à gages chez eux qui vont faire vraiment quelque chose d'intéressant au niveau professionnel. En tout cas, moi, Kamal, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'ai pris un maximum de plaisir. Plaisir partagé. J'ai vu beaucoup de ce que tu m'as envoyé. On sent chez toi qu'il n'y a pas cette volonté de te mettre en lumière par rapport à tous tes antécédents dans les sports de combat. Et je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui d'échanger avec toi sur ce sujet, tes rencontres, tout ce que tu as pu faire dans les sports de combat. Et ben, moi, je te souhaite le meilleur, que ce soit toi, ta petite. Merci, Je te souhaite. merci frérot, merci. Mais pour revenir à ça, tu as vu, au début, moi j'avais beaucoup, je me suis beaucoup entraîné, moi. Je me suis tué, je me suis entraîné en France, je me suis entraîné à Vegas à l'époque du Gladiator Team avec Kamel à Montreuil. Je faisais Vegas là-bas. Et en fait, j'ai tellement mis de MMA sur les réseaux sociaux que les gens, limite, ouais, ils combattent pas, ouais, nanani. Et Oui, les gens, ils ne te sentent pas légitimes. Un jour, ça m'a saoulé, j'ai tout enlevé, mais ça ne n'enlève pas que je suis un passionné, que j'ai toujours aimé ça. J'ai décroché un petit peu, je regarde moins qu'avant, je suis moins à fond. Avant, c'était toute ma vie. Mais je suis comme les mecs qui jouent au foot le dimanche, moi, tu as vu, euh, boxer ou faire du MMA, et puis j'ai plein de copains qui sont dedans encore, donc voilà. Mais en tous les cas, j'ai qu'une chose à dire, c'est un vrai sport d'avenir. C'est un beau sport avec des vraies valeurs, tu vois, qui est bien organisé. Et il commence à y avoir des vrais coachs en France, il commence à y avoir des vraies salles, des gens, des bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à emmener vos enfants. Restez derrière, regardez comment ça se passe et vous allez voir, parce qu'on ne ramène pas nos enfants faire du MMA pour devenir des cogneurs on les apprend à faire un sport et bien sûr, si, ça leur apprend à se défendre aussi, parce qu'on en a tous besoin un jour dans la vie. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à emmener vos petits et Inch'Allah, ça devient votre petit Khabib ou votre John Jones ou des grands champions de demain. merci, Kamal.